Je voulais remercier Marie-Claire de son intervention, à la fois avec son expertise d'hier et ses responsabilités d'aujourd'hui. Je veux dire aux personnes qui sont encore en lice et qui nous écoutent, et puis à d'autres, on le dira aussi, s'il y a des propositions à faire, je pense que tu es une bonne destinatrice. C'est-à-dire que tu es attentive à toutes les propositions qui viendront du terrain. Il y a eu tout à l'heure Jean-Pierre Burnier qui a évoqué effectivement le travail de la CRSA et ses réseaux. Et je pense que Jean-Pierre devrait prendre aussi contact directement avec toi. On lui donnera les coordonnées. Parce qu'aujourd'hui, le Conseil régional d'Île-de-France était vraiment à la pointe d'une mobilisation. On le voit dans différentes initiatives au rapport du Covid-19, mais avec vraiment ce souci de démocratie, c'est-à-dire de débat et de prise en compte des expériences de terrain. Alors, ça n'a pas été peut-être très apparent aujourd'hui ce soir. On a des problèmes un peu techniques. On a voulu un petit peu installer le débat et c'est pas le plus simple comme technologie. On a été peut-être dans un contexte plus convivial au Conseil régional, mais un jour on le fera. On aurait pu en dire davantage, mais je trouve que beaucoup de choses se sont dites et ta conclusion, Marie-Claire, est très très importante. Beaucoup de choses se sont dites sur effectivement la difficulté de décider, mais effectivement, quand on est professionnel du sanitaire ou du médico-social ou dans d'autres domaines, puisque les gens qui suivent nos événements et qui vont demain peut-être aussi, puisque tout est filmé ce soir, donc beaucoup de personnes qui ne sont pas là ce soir pourront se référer à les vidéos. Toutes ces personnes qui sont dans la cité, à la fois les personnes, les citoyens en général, comme le Mollet, les professionnels, les associatifs, auront à cœur de mieux comprendre ce qu'est la difficulté de décider. Et pour une politique comme toi aussi, il y a tellement d'entraves à la décision, de dilemmes dans les arbitrages, quelquefois aussi d'incompréhension dans les décisions qui ont été prises. Et c'est la même chose pour des médecins, pour des soignants, pour des travailleurs sociaux, pour des gens au domicile. Quelquefois, les contraintes dans la décision sont mal perçues par les personnes qui ont besoin de décisions claires et qui respectent un petit peu leurs droits et leurs choix. On voit toute la complexité des questions qui sont abordées. Et c'est pour ça que je dis à Jean-Pierre, ce serait intéressant qu'il établisse un contact direct avec toi, je pense. Avec plaisir. Je l'ai bien noté, je vais le faire, Emmanuel. Voilà, je pense que tu as des choses importantes et on voit que la démocratie bat au Conseil régional, peut-être mieux ou autrement, puisque c'est comme une instance politique, que d'autres instances qui sont plus effectivement préoccupées d'enjeux de santé publique, on comprend aussi leurs contraintes. Il y a Vincent qui est là quelque part, j'imagine, et qui veut reprendre la main. Il nous reste quelques minutes. Ben oui, effectivement, il nous reste une minute. Alors, j'aurais plutôt tendance à d'abord demander si l'un des intervenants aimerait revenir sur ce qui s'est dit depuis que le débat a avancé. C'est élargi du médical à la théorie et jusqu'à la sphère politique. Et tu nous apporteras aussi ta note de synthèse d'épistémologue parce qu'elle est attendue. Bien sûr. Ben, j'aurais au moins une question, en tout cas pour Marie-Claire, puisque on a entendu dès la première intervention François Blot nous parler finalement de la culture de l'incertitude qui caractérise sa position, ce métier même de travailler dans un service de réanimation. Il parlait de 50% de décisions qui sont prises en contexte d'incertitude. Est-ce que ce n'est pas le cas aussi dans la sphère politique, en ce moment bien entendu, mais de manière générale? Est-ce qu'il y a cette même culture, je dirais, de la prise de décision en incertitude, quelle qu'elle soit? Oui, bien sûr que toute décision, elle est prise dans un contexte d'incertitude, mais les médecins qu'on a écoutés ce soir, qui sont au service de réa ou en soins palliatifs, les décisions qui affectent la vie et la mort, quand on prend des décisions sur le plan économique, social, etc., ça peut avoir des conséquences très lourdes et très massives et qui concernent beaucoup de gens. Mais enfin, j'ai beaucoup comment dire, on peut être très modeste quand on n'est pas médecin, et c'est d'une certaine façon beaucoup plus simple. Donc ce que je vois, c'est en les entendant à quel point ils ont réfléchi au process de décision, et à quel point ça a été, je crois que
le professeur Blo a dit que la collégialité, la confrontation des points de vue, ça enlevait de la violence. Et effectivement, c'est quand même ça qui est aujourd'hui en jeu dans toute la société. Il y a le virus qui fait si mal, mais il y a une violence cette fois-ci dans la confrontation des points de vue des uns et des autres qui m'inquiète beaucoup. Alors même qu'on a vu des choses magnifiques, hein, on l'a tous dit dans cette période, des initiatives qu'on n'aurait pas attendues de la part d'acteurs qu'on n'aurait pas. Mais quand même, il y a un climat qui résulte de la peur, mais qui résulte aussi quand même de toutes les erreurs qui ont été faites et pour lesquelles il n'y a pas eu de correctif. Alors qu'il aurait été assez simple de dire sur quoi on s'est trompé, pourquoi on n'a pas anticipé au début, etc. Franchement, ça me paraît manquer, y compris maintenant, parce qu'on est quand même loin d'être tiré d'affaire. Et plus ça va aller, enfin la première phase, les dégâts économiques ont été considérables mais maîtrisés. Il y a eu des maintiens de revenus, des maintiens d'activité, etc. Mais là, face à une épidémie qui est quand même pas très contrôlée en ce moment, les conséquences économiques et sanitaires vont être telles que vraiment l'urgence, c'est de préserver la cohésion, préserver le collectif, et il n'est pas trop tard pour réaffirmer des fondamentaux, pour dire à quoi on croit, jusqu'où on peut aller, puisque c'est quoi qu'il en coûte. C'est pas trop tard pour refaire de la démocratie, vraiment. François Blo, je vous vois à l'image, vous souhaitiez intervenir? Non, une toute petite chose, peut-être pour le deuxième point de l'incertitude était celle évoquée par Emmanuel, était l'incertitude conjoncturelle liée notamment à l'urgence. Le petit éclairage du réanimateur, la décision en urgence, c'est vraiment le quotidien, puisque à 3h du matin, on peut être amené à décider de réanimer quelqu'un pour lequel on ne sait pas du tout ce qu'il deviendra après, et avoir ensuite à partager cette décision avec une famille qui évidemment va être aux abois. Et probablement la clé, là où on se prend le moins les pieds dans le tapis, c'est quand on assume face à cette famille, notamment si le patient est inconscient, quand on assume justement la notion d'incertitude, quand on avoue qu'on a décidé ça, qu'on a fait ça, mais qu'on va se donner rendez-vous, qu'on va réévaluer, et on se prend véritablement les pieds dans le tapis quand au contraire on affirme ce qu'on ne sait pas. Et voilà, donc je pense que pour ça, il faut une certaine que l'incertitude n'est pas honteuse, qu'elle peut être partagée, même à haut niveau, peut-être même au niveau politique. Ça suppose une posture d'humilité et une certaine horizontalité, alors que là, c'est vrai que c'était quand même un peu la fête à la verticalité ces derniers temps. Ouais. Merci beaucoup François Blo, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois que l'humilité et la reconnaissance d'être en situation d'incertitude, c'est nécessaire pour aborder les choses de la meilleure manière. Marie-Claire, pour un dernier mot. C'était une très belle conclusion, celle de professeur Blo. La conclusion est belle par rapport à une soirée, je m'excuse auprès du public, entre guillemets, pas le public qui va venir, qui va regarder notre vidéo grâce à Patrice, qui va la mettre, Patrick Desbosses, qui va la mettre en ligne bientôt avec Pierre-Emmanuel Brejon. Mais je voulais vous remercier de ces différentes réflexions. En fin de compte, on a un devoir de décider, j'imagine, quand on est politique. Voilà. Et comme citoyen, on attend que la décision soit la plus juste et j'allais dire la plus acceptable possible. Et on voit donc à quel dilemme, à tel conflit aussi, les politiques, quelquefois, qui n'ont pas le choix, qui doivent prendre la décision la moins mauvaise à un moment donné, et malheureusement qui est souvent contrainte. La vraie question que je peux me poser, et c'était un petit peu Marie-Claire qui l'a évoqué, est-ce qu'on a pris les bonnes décisions en sortant du confinement? Voilà des questions qu'on peut se poser. C'est-à-dire, est-ce que les décisions les plus dures qu'on va peut-être devoir prendre aujourd'hui,
avec des conséquences tout à fait dramatiques sur la vie de notre pays, sur l'économie, mais aussi sur nos équilibres, sur la paix sociale d'une certaine manière. Est-ce que les décisions qu'on va être contraint de prendre aujourd'hui ne sont pas consécutives aussi à un certain lyrisme, à une certaine forme de romantisme qu'il y a eu à la sortie du confinement quand on a dit « retrouvez votre liberté ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière l'indécision politique aujourd'hui des décisions, des enjeux autres comme l'électoralisme par exemple? C'est des questions que l'on peut poser. J'ai envoyé à Marie-Claire mon intervention hier sur BFM, mais personne n'a contredit la position que j'ai. Donc, est-ce que comme citoyen, on se dit les décisions sont prises comme elles doivent l'être, c'est-à-dire face aux enjeux supérieurs de l'intérêt de la nation et de la santé publique? C'est des questions et des équivoques qu'on ne peut pas négliger aujourd'hui. C'est pour dire aussi qu'on est très heureux. Pardon. Et ce serait du devoir du politique d'expliquer le cadre de sa décision. Franchement, voilà. Je crois que je partage absolument ton point de vue, de la même manière que la brutalité du confinement s'explique en partie au moins par le fait qu'on n'avait aucun moyen de protection, mais c'est vrai que des confinements, des masques on en avait, on n'a juste pas dit que c'était important d'emporter dans la rue et d'expliquer le sens de porter un masque. Et moi, la dernière chose qui me frappe, c'est à quel point, dans cette période, et à la différence de la période encore qui n'était pas la même, mais à quel point on n'a pas réussi à trouver le bon discours pour les jeunes, qui sont en moyenne les moins concernés par des conséquences graves de la maladie, qui sont en revanche très concernés par notre dette future, par le fait qu'ils sont au chômage, que leur éducation, qui quand même à 20 ans, c'est quand même super important, ils sont concernés par des conséquences graves de la pandémie, mais qui ne sont pas en moyenne graves sanitairement. Je suis frappée qu'on n'ait pas trouvé le bon discours pour les jeunes et que ce non-dit entre jeunes et personnes âgées, on ne l'ait pas évoqué non plus. Voilà, oui, mais Marie-Claire, tu vois, ce que je dirais par rapport à ce que tu dis, je le comprends parfaitement, mais cette catégorisation de la société en jeunes, pas jeunes, est aussi totalement inacceptable. C'est-à-dire une société est composite, et par exemple chez les jeunes, tu as aussi des jeunes qui sont des soignants, qui sont sur le front du sanitaire et du médico-social. Tu as des jeunes qui se sont mobilisés également pour les solidarités, donc dans le milieu associatif. Donc on ne peut pas d'une manière indifférenciée, me semble-t-il, et c'est là la difficulté de dire il y a les jeunes, il y a les vieux, il y a une société dans sa complexité, et comment faire pour qu'elle se maintienne en tant que société? Comment faire pour qu'elle ne se délite pas? Quel type de signaux donner? Tout à l'heure, tu le disais très très bien, je pense, quelle valeur, par exemple, mobiliser? Et ça, je crois que c'est une question fondamentale. Mais les jeunes, pour le coup, on leur a parlé en tant que jeunes. On leur a dit, vous n'êtes pas concernés, mais soyez responsables. Pour le coup, on les a catégorisés avec un message un peu infantilisant et culpabilisant en quelque sorte. Vous vous en fichez puisque vous ne serez pas malade, mais on n'a pas trouvé le bon discours pour eux, et tu as raison, pour faire société, pour continuer à être collectif. Je vais donner la parole peut-être à Vincent pour conclure. D'abord, en remerciant les intervenantes et les intervenants, Vincent, mais juste, je te donne une conclusion, c'est l'épistémologue qui va. Mais juste un point, je pense que il y a une initiative qu'on veut prendre dans les prochains jours, c'est aussi une initiative en forme de débat. Et je pense que plutôt que d'avoir des interventions comme ça, comment interagir. Alors merci Marie-Claire, on te réinvitera. Et merci de donner aussi cette image très constructive, très volontariste et très digne de notre démocratie. Vraiment un immense merci. Mais on pourrait le dire aussi à tous les intervenants et à toutes les personnes qui ont participé. C'est-à-dire la démocratie, elle vit. Alors qu'est-ce qu'il dit l'épistémologue pour conclure? Alors tout d'abord, il dit merci. Il dit merci aux intervenants qui ont suivi quand même dans le changement de dispositif. C'est pas hyper facile d'avoir des échanges, mais on y arrive quand même à peu près. Donc, merci beaucoup, on est très content de ça. Pour ce qui est de la question, disons, philosophique et épistémologique autour de certitude, moi vraiment le point sur lequel j'avais envie de mettre l'accent, c'est encore une fois de ne pas la nier. Je crois que c'est la base de tout. Si vous niez l'incertitude, si vous prétendez savoir alors qu'il y a une incertitude réelle, alors vous ne résolvez pas l'incertitude, tout ce que vous faites, c'est poser encore une couche d'incertitude sur l'incertitude préexistante, ce qui est la pire des situations possibles,
Ça a été dit tout à l'heure, l'incertitude, ça peut être constructif. En tout cas, ça peut nous mettre dans des dispositions, dans une énergie qui nous permet d'agir positivement. Donc, je crois que ça doit rester la conclusion et le point de départ pour aborder ça. Respecter l'incertitude pour s'en saisir. Voilà, merci encore et à très bientôt. Au revoir, Merci à vous, au revoir.